12 août 2000, en mer de Barents, le sous-marin nucléaire porte-missile Kursk sombre dans le monde du silence avec ses 118 hommes d'équipage. Cette catastrophe blesse profondément la Russie et frappe le monde entier. Depuis près de 50 ans, des dizaines de monstres sous-marins sillonnent les mers. Pour les militaires, les océans ne sont plus que d'immenses rampes de lancement pour leurs armes nucléaires. Le Kursk est une de ces redoutables machines de dissuasion radicale. Cet engin de guerre fait partie d'une série ultra-secrète de géants de métal qui devait garantir l'équilibre entre les forces navales de l'Union soviétique et celles de l'OTAN. Les innovations techniques les plus meurtrières se trouvent rassemblées à l'intérieur de ce long cigare d'acier. Tout a commencé ici, au bord de la Neva. L'équipage du Kursk est formé à Saint-Pétersbourg, dans les meilleures écoles navales de la deuxième capitale de la Russie. Un de ces hommes, le capitaine de 3e rang Vassili Bykov, est chargé des communications par satellite à bord du Kursk. Le 30 juillet 2000, 2 semaines avant le drame, Vassili Bykov quitte le sous-marin avec l'autorisation de son commandant pour continuer ses études militaires. Ironie du sort, Vassili devient l'un des rares rescapés de la catastrophe. Je suis venu honorer mon équipage. J'ai servi 5 ans avec tous ces hommes à bord du Kursk. Et je viens souvent leur rendre visite. Tous ces amis me manquent. Ils sont une partie du bonheur que j'ai éprouvé lors de mon service à bord de ce sous-marin. C'était ma deuxième famille. Lorsque j'ai appris la nouvelle de la catastrophe, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas avec eux. J'aurais dû être avec eux. J'aurais pu les aider. Bien sûr, j'ai eu de la chance. Le jour de leur départ, je suis resté sur le quai. C'est sans doute le destin. Sans doute quelqu'un devait rester en vie pour raconter leur histoire. Ces 5 ans de service à bord du Kursk représentent la partie la plus heureuse de ma vie. Des moments de bonheur extraordinaires. C'était un bateau formidable, une merveille de technique. Ce jour-là, j'étais sur le Kursk, j'étais de garde. C'est lorsque le groupe de chanteurs pop avait été invité. Vassili découvre ces images pour la première fois. À la fin d'un concert donné à la base de Vidayevo au printemps 2000 par le groupe pop star Nana, le capitaine du Kursk propose aux musiciens une visite du navire. Une visite complète et en bonne et due forme, jusqu'aux armes les plus secrètes, les tubes lance-missiles et le compartiment des torpilles. C'est moi qui suis assis là.
Une dernière photo de famille gravée à tout jamais dans la mémoire de Vassili. Au cœur de Saint-Pétersbourg, berceau historique de la marine russe, se cache l'un des instituts les plus secrets de l'ex-URSS. Tous les sous-marins nucléaires soviétiques ont été pensés derrière ces fenêtres et sont sortis des planches à dessin du bureau de construction navale Robin. Le Kursk a fait partie de la série des sous-marins nucléaires baptisés Hanté, du nom du fils de Poséidon. Ces géants de métal à la puissance de feu inégalée sont nés ici. En 1968, l'Union soviétique décide le projet d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires porte-missiles en réponse à la construction par les Américains du premier porte-avions nucléaire du monde, le Nimitz. La série de navires auquel appartient le Kursk est conçue pour tirer en plongée une salve de 24 missiles révolutionnaires et détruire le nouveau porte-avions nucléaire et toute son escadre. Предназначен для непрерывного скрытия. Le contre-amiral Mikhail Kuznetsov commandait la division de sous-marins nucléaires à laquelle appartenait le Kursk. La puissance du Kursk était comparable à celle de 100 navires de guerre classiques concentrés en un seul. C'était un véritable colosse de 150 mètres de long et de 18 mètres de hauteur, qui se propulse sous l'eau à une vitesse de 70 km/h. On pouvait le manœuvrer comme un jouet. Une machine magnifique. Le constructeur y a mis toute son âme. On pouvait y séjourner très longtemps en plongée sans subir aucun dommage psychologique. Avant de servir sur le Kursk, j'ai servi sur d'autres sous-marins nucléaires. Mais là, je n'avais jamais rien vu d'aussi nouveau. Au début, ça m'a fait un peu peur. Внимание, в центральную, всплываем. Потом, по мере того, как ты начинаешь изучать Petit à этот petit, корабль, j'ai commencé à comprendre les liens entre toutes les installations techniques. все там взаимосвязано, что каждый механизм, который... Et j'ai réalisé que tous les mécanismes окружают, qui nous entouraient étaient là pour résoudre des problèmes bien définis. задачи, ты начинаешь понимать, какие, для Et alors, ma чего, peur s'est перестаешь envolée. этого бояться. И я помню тот момент, когда Je me souviens de ce moment мы выходили, lorsque nous sommes sortis à notre tour en и mer, лодка развернулась носом к выходу из бухты. alors que le commandant dirigeait la manœuvre pour sortir du port. Командир дал Il a donné l'ordre d'augmenter la команду на vitesse. увеличение хода, и когда винты мощно закрутились, и вот лодка задрожала Le под navire s'est ногами, mis à vibrer sous mes pieds. набирая скорость, и вот чувствуя, J'ai ощущая éprouvé un под sentiment ногами de ту мощь, puissance. которая вот под тобой находится, Les и вот vibrations ont дрожь, envahi tout которая mon corps. передается от корпуса по всему Le телу, vent me soufflait en plein visage. и вот ветер, который свистит навстречу J'avais в jamais лицо, éprouvé une telle такого sensation больше auparavant. не почувствовать, наверное, нигде. Vladimir Kozin, capitaine de premier rang, a suivi l'histoire de la construction des sous-marins hantés. Ils n'ont pas de secret pour lui. Les sous-marins nucléaires de la première génération possédaient 6 missiles, les suivants en avaient 8.
Mais il présentait un gros handicap. Le tir des missiles ne pouvait s'effectuer qu'à partir de la surface. Il a fallu augmenter leur portée et leur puissance de destruction, mais aussi concevoir un sous-marin capable de transporter de tels engins et de les tirer en plongée. On a alors lancé l'étude des sous-marins nucléaires du projet 949, puis ceux du projet 949A, une version améliorée, les Ante, dont a fait partie le Kursk. La construction de ces monstres des océans est confiée au chantier naval de Sievierodvinsk, au bord de la mer Blanche. L'utilisation d'acier particulier pour la fabrication de la coque doit permettre à ces submersibles de plonger à plus de 400 mètres de profondeur. 14 unités sont mises en chantier par les soviétiques sur une durée de 15 ans. Le Kursk est équipé de nouveaux missiles de croisière, les Granit, qui pèsent 7 tonnes chacun. L'énorme sous-marin est construit pour transporter 24 de ces engins destructeurs. Leur portée est de 700 km et les Granites volent à 2 fois la vitesse du son. Tirés en une seule salve, ces missiles intelligents transpercent les systèmes de défense ennemis et anéantissent leurs cibles. Le Kursk, dernier né de la série des Ante, est mis à l'eau en 1995. Le coût de cette arme absolue s'élève à 2,3 milliards de dollars. Non, personne ne songeait vraiment que l'on aurait à utiliser nos armes. On espérait qu'on n'aurait pas à le faire. Nous étions préparés moralement à nous en servir. Des raisons de sûreté et de sécurité rendent obligatoire le découpage du Kursk en 9 compartiments. Le ventre de ce monstre de métal n'est qu'un enchevêtrement hallucinant de câbles et de tuyaux, tout au long d'un dédale de coursives, de sas et de tableaux électriques. Dans un sanctuaire confiné, l'uranium, un combustible quasi illimité, brûle à l'abri des regards. Les Russes ont remis au goût du jour des torpilles équipées d'un système de propulsion datant de la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont lancées sous l'eau à plus de 250 km/h. Mais en cas de fuite de son carburant, très volatile, un simple échauffement des circuits peut provoquer une explosion. Avec ses armes redoutables, ce tueur de porte-avions pouvait aussi raser une ville entière. Nous avions conscience du danger, car il est toujours présent à bord. Et c'est justement cette présence du danger qui t'empêche de commettre un acte irréfléchi. Le Kursk était comparable à une forteresse. Le bureau de construction navale Rubin a pris soin d'améliorer considérablement la vie à bord du Kursk des 120 hommes de l'équipage. Pour
Pour effectuer des missions périlleuses, ils doivent avoir le confort maximum pendant de très longues semaines. Les architectes ont compris qu'il faut aux marins et aux officiers une véritable cuisine avec un chef, un sauna, une piscine, une salle de sport, un vaste espace de repos et de loisirs où l'on peut écouter de la musique et se détendre. Aucun autre sous-marin avant le Kursk n'offrait une telle qualité de vie. Une chambre de sauvetage et d'évacuation avec des appareils respiratoires pour chaque marin est prévue pour tout l'équipage au-dessus du poste de commandement. Depuis longtemps, les Russes ont imaginé tous les scénarios de catastrophe. À bord du Kursk, il y avait 3 issues de secours, mais aucune n'était sans danger. Munis d'une combinaison de survie, les hommes peuvent s'échapper grâce à la chambre d'évacuation qui, en cas de besoin, se détache et remonte à la surface, ou bien par les tubes lance-torpilles, ou bien encore par le sas du 9e compartiment à l'arrière du navire. Геннадий Петрович, он был командиром. Понятие командир, оно... Le commandant du Kursk s'appelait Gennady Petrovitch Lyatchine. Le travail de commandant est très complexe, on ne peut pas le résumer en 2 mots. Il faut sans doute naître commandant pour le devenir. Ses qualités fondamentales étaient son calme et sa maîtrise. Le silence régnait toujours dans le poste central de commandement. Si des situations hors normes sont résolues dans le calme, c'est que l'équipage est bien préparé et qu'il a à sa tête un seul homme, son commandant. En 1999, le capitaine Lyatchine est chargé de mener à bien une mission de 78 jours en plongée. Tout l'équipage rassemblé à bord du Kursk quitte Vidaïevo et l'Arctique russe pour la mer Méditerranée. Aucun sous-marin de ce type n'avait encore réalisé à cette époque une telle mission. C'était un honneur, une véritable première. Notre principal objectif était d'accomplir cette longue mission en plongée, sans subir d'avaries et bien entendu, la partie essentielle était d'observer les porte-avions de l'OTAN qui se trouvaient en mer Méditerranée. Nous avons navigué vraiment tranquillement et personne ne nous a gênés. Le Kursk entre en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Le trafic maritime intense nous permet de passer discrètement. Pour être encore plus discret, il longe la côte du Maroc, mais il se fait repérer par la Marine nationale française. Le Kursk est pisté seconde après seconde. Des hommes, les oreilles d'or françaises, le surveillent. Les Russes jouent au chat et à la souris avec un navire de guerre américain et s'approchent trop près d'une zone d'exercice, près de Toulon. Sous-mariniers français et russes s'écoutent et se guettent. Après presque 3 mois de navigation en plongée, le Kursk refait surface le long des côtes de la mer Blanche.
À la base secrète de Vidaïevo, toutes les familles réunies attendent avec émotion sur le quai. Le vice-amiral Mikhail Motsak accueille victorieusement le capitaine et ses hommes. Командир, капитан первого ранга Лячин. Товарищ начальник штаба Северного флота, оценку предварительно отлично подтверждаю. Старший на борту капитан первого ранга Кобелев. Есть. Вольно! Вольно! Здравия рад тебя видеть, в добром здоровье после успешного. Вольно! Вольно! Aujourd'hui, le porte-missile Kursk a rallié son port d'attache. Je suis heureux de vous retrouver et de constater que toutes vos missions ont été accomplies avec succès. Parce que moi, je vous ai préparé à cette traversée. Et je vous retrouve vivant, en bonne santé, sans avoir subi d'avarie et sans alerte. Comme la tradition l'ordonne, je vous offre, capitaine Guennadi Lyatchine, un cochon de lait. Et je vous remercie encore une fois pour la réussite spectaculaire de votre mission. Situées à plus de 200 km au-delà du cercle polaire, les bases de Vidaïevo et de Zapadnoye-Litsa abritent des garnisons militaires de la flotte du Nord. Cachées dans ces fjords, ces bases renferment tous les types de sous-marins nucléaires et, bien entendu, elles sont fermées au monde extérieur. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов, место в шлюпке и круг. Le dernier dimanche du mois de juillet 2000, le Kursk participe à la parade de la fête navale de Sievieromorsk. Le meilleur sous-marin porte-missile de la flotte du Nord est à l'honneur. L'équipage s'apprête à partir pour 3 jours de manœuvre en mer de Barents. Qui peut penser, à cet instant, que 2 semaines plus tard, tous vont disparaître, engloutis par l'océan. Au début du mois d'août 2000, la marine russe organise des manœuvres annoncées à grand renfort de publicité par Moscou. Dans les eaux de la mer de Barents, le Kursk est le fleuron de la flotte du Nord. Pas moins d'une vingtaine de navires de surface, de sous-marins et l'unique porte-avions russe sont déployés. La Russie veut démontrer ainsi au monde entier son grand retour sur les océans. Tout cela se déroule à proximité des côtes norvégiennes. Les forces de l'OTAN les écoutent et les observent. Le samedi 12 août, le commandant Lyatchine est satisfait des exercices effectués. Le jour suivant doit marquer la fin des manœuvres. À 8h51, l'équipage du Kursk se prépare à un ultime test des torpilles. À 11h30, le sous-marin est en immersion périscopique à 18 mètres de profondeur. Le tir de torpille depuis le Kursk n'aura jamais lieu. Le Kursk ne répond plus. Personne ne comprend. L'inquiétude monte. Le silence est total, insoutenable. À 17h30, l'alerte est donnée.
Sans doute, à ce moment-là, tous les hommes du Koursk ont déjà péri. Dans la nuit qui suit, l'épave du Koursk est retrouvée par 108 mètres de fond, couchée sur le flanc gauche. Le nez du sous-marin est prisonnier de la vase. C'est seulement 2 jours après, le lundi 14 août 2000, que la Russie annonce officiellement l'accident. Des navires étrangers ont enregistré 2 explosions de très forte puissance à 2 minutes d'intervalle. Les Russes ne peuvent pas cacher la catastrophe. C'est alors une véritable débauche d'informations contradictoires. On parle de collision avec un autre bâtiment, de tir de torpille, d'incidents techniques. Informations aussitôt démenties. La presse critique la lenteur des autorités et les dépêches entretiennent la confusion sur les raisons du naufrage et cachent le vide de réelles informations. Ces images du Koursk sont regardées par le capitaine Tulchin aussi souvent qu'elles sont diffusées en boucle par tous les journaux télévisés. Des images uniques. Il les a filmées lui-même. En 20 ans d'exploitation, les navires de ce type n'ont pas eu de problème. Le capitaine Tulchin connaît tous ces officiers qui mangent à bord du Koursk. Il ne veut pas citer leur nom. Qu'a-t-il pu arriver au meilleur sous-marin de la flotte? Sans doute une explosion dans le compartiment des torpilles. Ils savent que l'on frappe sur la coque et ils espèrent être sauvés. Ils ont peur que ce soit les derniers instants de leur vie. Saoulé de nouvelles télévisées, le monde entier veut savoir ce qui s'est passé. Les familles des marins du Koursk reviennent de leurs vacances estivales et affluent à Vidaïevo. Une meute de journalistes les attend. 2 jours après le drame, des épouses, des mères, exigent de connaître la vérité et ne veulent pas cesser d'espérer. Mon mari, le capitaine de 3e rang Nicolas Belozorov, est à l'intérieur du Koursk. Je supplie la télévision de diffuser des informations qui nous donnent encore de l'espoir. Il faut nous donner de l'espoir, de l'espoir. La Russie a les moyens d'intervenir. D'autres pays peuvent nous aider. Nous espérons toujours. Nous sommes certaines que nos maris et nos fils sont encore vivants. Ils sont vivants. Et on va bientôt les délivrer. La femme du capitaine Liatchin a elle aussi rejoint Vidaïevo. On raconte beaucoup de choses. Moi, je n'écoute personne. Je ne veux entendre que les informations officielles. Écouter n'importe quoi ne m'intéresse pas. J'attends les nouvelles de l'état-major. Sergueï a perdu son père dans la catastrophe. Si ce que la télé raconte est vrai, ça a été terrible. Dans le premier compartiment du Koursk, il n'y avait que des torpilles dans un volume comparable à 6 grandes salles de sport. Si tout a explosé, c'est inimaginable. Le 17 août, soit 5 jours plus tard, la Russie adresse officiellement une demande d'assistance à l'Angleterre et à la Norvège. Un sous-marin nucléaire n'est pas fait pour reposer dans la vase au fond de la mer. J'ai donc compris tout de suite que la situation était exceptionnelle et que le Koursk avait un très grave problème. À chaque minute qui passait, j'attendais la nouvelle de leur sortie du sous-marin. J'étais dans un état de choc. La base de Vidaïevo semblait morte. Tous les habitants marchaient la tête baissée, en silence. Le temps était comme arrêté, c'était suspendu, dans une attente insupportable.
Servir à bord d'un sous-marin n'est pas une activité ordinaire. Nous savons tous que le risque zéro n'existe pas. Et nous savons tous qu'en plongée, tout peut très rapidement mal tourner. Dès le début du drame, des dysfonctionnements au sein même de l'état-major de la marine empêchent le nouveau président de la Russie, Vladimir Poutine, d'intervenir. À sa descente d'avion, il est déjà trop tard. Son peuple lui reproche de s'être tenu à l'écart et de ne pas avoir accepté immédiatement l'aide étrangère qui aurait pu peut-être sauver des vies. Poutine, chef suprême des armées, comprend qu'il lui faut maintenant sauver l'honneur de la Russie. Les plongeurs norvégiens ouvrent le sas arrière. Le 9e compartiment est plein d'eau. Il n'y a aucun survivant. Après 10 jours de flottement, Moscou annonce officiellement la mort des 118 hommes du Koursk et instaure un deuil national. Le président de la Russie promet une aide financière aux familles. Mardi 22 août. Les autorités font face aux familles sous un déluge d'accusations et les parents des disparus refusent toute cérémonie de deuil tant que les corps ne leur seront pas rendus. Vous n'avez rien pu faire. Je le dis face au monde entier, vous avez déliré. Laissez partir un bateau qui n'avait pratiquement pas navigué depuis 1999. Vous n'avez sans doute pas d'enfants. Vous n'avez rien fait. Rien fait. Les autorités ont rassemblé seulement les mères et les épouses pour annoncer officiellement la nouvelle. C'était cruel mais nécessaire. Et c'était mieux que de faire comme à la télévision et laisser espérer les gens. Il valait mieux dire la vérité d'un seul coup. Tous ceux qui ont étudié le déroulement du drame savent que les marins qui sont morts immédiatement ont eu de la chance. Mourir lentement, peu à peu, dans ces conditions infernales, prisonniers du sous-marin, c'est un véritable cauchemar. On a retrouvé sur le corps d'un des marins, Dima Kolesnikov, des notes écrites de sa main. Dans les heures qui ont suivi le drame, il raconte qu'il se trouvait dans le 9e compartiment avec d'excellents spécialistes qui connaissaient très bien le fonctionnement du sas de secours. S'ils n'ont pas pu l'utiliser, c'est que l'explosion a déformé le sas et l'a endommagé. Il n'y avait plus d'électricité à ce moment-là, car Kolesnikov raconte qu'il écrit dans l'obscurité. Les dégâts étant irréparables, ils n'ont pas pu profiter de cette unique chance pour s'en sortir. J'ai suivi toutes les tentatives de sauvetage. Tout ce qu'il était possible de faire à cet instant a été tenté. Pour le président de la Russie, la catastrophe du Koursk est devenue une affaire de politique et d'honneur. Il promet de renflouer l'épave du Koursk et de ramener les corps des victimes à leurs familles. En décembre 2000, la société hollandaise Mammoet remporte l'appel d'offres de 60 millions de dollars lancé par la Russie pour le renflouement du sous-marin. En juin 2001, l'académicien Igor Spassky, directeur général du bureau de construction navale Rubin, dirige les opérations techniques. Spassky est secondé par le vice-amiral Mikhail Motsak. Nous avons vite compris qu'il fallait prendre toutes les mesures de sécurité possibles avant de commencer l'opération. Nous avons pris en compte tous les cas de situation extrême. Nous avons examiné toutes les options imaginables avec la société Mammoet.
которую создала компания «Мамут» для контроля за ходом этих работ. Un énorme chantier démarre sur la mer de Barents. La barge Giant 4, spécialement fabriquée à Amsterdam, est longue de 140 mètres et équipée de 26 guides cylindriques à piston. Le sous-marin est arrimé solidement à l'immense barge et ses systèmes de levage doivent permettre de le soulever. Cette opération unique au monde va se dérouler sous Giant 4. Complètement éventrée par l'explosion, la partie avant du sous-marin est prisonnière d'une véritable gangue de vases. C'est là que l'explosion s'est produite. Il ne reste qu'un amas de ferraille et un enchevêtrement de câbles métalliques. Okay, it should be okay. Des plongeurs russes, puis anglais et hollandais, descendent à tour de rôle grâce à une cloche jusqu'à l'épave du Kursk. Leur première mission est d'inspecter minutieusement chaque compartiment et de vérifier qu'il ne subsiste plus aucun risque majeur. Répartis en 4 équipes de 3 hommes, ils travaillent en permanence par tranche de 6 heures à 100 mètres de profondeur. Ces écrans sont nos yeux. On contrôle dessus tous les stades de l'opération et on surveille aussi le travail des plongeurs. J'ai vu le Kursk prisonnier de la vase. C'est terrible. J'ai servi sur ce sous-marin. J'ai marché sur son pont et lorsque j'ai plongé la première fois, j'ai eu un choc énorme. Voilà tout ce qu'il en reste. C'était dur de l'admettre. Et puis, lorsque je suis entré à l'intérieur, je savais évidemment qu'il y avait des hommes à l'intérieur. Dans quel état on allait les retrouver, on l'imaginait. Les plongeurs découpent le nez disloqué de l'épave. Ils percent 26 trous de 70 cm de diamètre, arriment des câbles au sous-marin avant de tenter sa remontée. Igor Spassky, directeur du bureau de construction navale Rubin, a signé l'accord avec la firme hollandaise Mammoet. Cette opération est la plus importante de sa vie. Il sait que le moment le plus délicat sera lorsqu'il faudra arracher le Kursk de la vase dans laquelle il s'est enfoncé pendant plus d'1 an. La masse à soulever est énorme. Une capacité de levage de 35 000 tonnes est indispensable pour remonter le sous-marin. C'est ici, dans l'Institut Krylova, que sont testés les systèmes mécaniques indispensables au renflouement. Cette fois-ci, les Russes n'ont plus droit à l'erreur. Le 4 octobre 2001, les autorités russes annoncent qu'elles sont prêtes à ramener le Kursk à la surface. Le lundi 8 octobre à 9h, il est relevé de 6 mètres. À 11h, l'immense cercueil d'acier est soulevé de 58 mètres. От 53 до 80. Кормовая, носовая группа и суммарная. Тебе, Васильевич. Ага. Наша баржа стоит уже по ветру. Ее так не бросают. Она глубоко. Notre barge est solidement arrimée sous le vent. Elle est bien fixée au sous-marin. La plupart des risques sont écartés. Et tout est très solide. Il nous reste encore 5 heures de remontée. 50 mètres à 9 mètres à l'heure. Et nous avons réussi à soulever l'énorme masse du Kursk. C'est un fait unique dans l'histoire du travail sous l'eau. Il faut en tout presque 12 heures pour remonter le Kursk et l'arrimer solidement sous la barge.
C'est fantastique. Une opération titanesque, réussie presque 2 ans après la catastrophe. C'est fantastique. Une montagne d'émotions. On a réussi. C'est extraordinaire. Je suis heureux que l'on ait réussi à remonter le Koursk avec les corps des membres de son équipage. Et nous allons pouvoir les ramener chez eux. Vassili Isayenko est mort dans la catastrophe. Il laisse sa femme Galina seule avec 2 enfants. Lorsqu'ils nous ont dit il y a 1 an qu'ils allaient remonter le Koursk, j'étais contre. Nous pensions qu'ils nous mentaient encore, qu'ils allaient seulement s'occuper des secrets militaires, sans se soucier des hommes. On a été très surpris quand ils ont commencé à remonter le sous-marin. Maintenant, j'avoue qu'ils ont eu raison. Ils ont réussi à récupérer les corps. C'est bien de pouvoir leur donner une sépulture. Fixé solidement sous l'immense barge, le Koursk est remorqué jusqu'à la base militaire de Roslyarkovo. 2 pontons d'accostage spécialement prévus attendent cet étrange convoi funèbre. Le destin du Koursk et de son équipage n'était pas de rester à 108 mètres dans le monde du silence. De pareilles tragédies se sont déjà produites. Des sous-marins américains, russes et français ont sombré eux aussi, mais à de telles profondeurs qu'ils furent tout simplement broyés par la pression et perdus à tout jamais, loin des médias. Cette fantastique opération va bientôt connaître son dénouement, 18 mois après le naufrage du Koursk. Le sous-marin repose sur son dock. L'eau est vidée peu à peu pour permettre à l'épave tout entière d'être à l'air libre. Le 25 octobre 2001, des hommes spécialement équipés pénètrent pour la première fois dans le ventre du sous-marin. Юрий Петрович, я должен сделать видео, а вы со спины. Там было 4 тела в прошлом году. Иду. Le contre-amiral Mikhail Kuznetsov a suivi tout le renflouement. Les hommes du Koursk étaient ses amis. Ils avaient souvent navigué ensemble à bord de ce formidable engin de guerre. On m'a sans doute confié le rôle le plus pénible. Avec mon équipe, nous avons procédé à l'identification, puis à la mise en bière des hommes du Koursk. Nous avons vécu des moments très durs. Nos médecins ont fait un travail remarquable d'identification.
практически всех. Тех, кого подняли, Tous les corps retrouvés ont été identifiés et rendus à leur patrie. доставлены на родину. L'enquête aborde maintenant une nouvelle phase. Le procureur général Vladimir Ustinov est chargé des investigations à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes ensemble face à ce qui reste de la partie avant du Koursk. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l'importance des dégâts qu'a subi le sous-marin et du souffle destructeur causé par l'explosion. Voici ce qui reste du deuxième compartiment. C'est là que se trouvait le poste de commandement du sous-marin, ainsi que tous les systèmes de navigation et la majeure partie de l'équipage. Je vous rappelle qu'entre la première et la deuxième explosion, il n'y a eu qu'un intervalle de 135 secondes. C'est pour cela que personne à ce moment-là n'a eu le temps de mettre une combinaison de secours. Personne n'a eu le temps. C'était impossible. L'eau a tout de suite envahi le navire. Le sous-marin s'est rempli en 6 à 7 heures jusqu'au 9e compartiment. Tout cela a été confirmé par la lettre retrouvée sur le corps d'un des membres de l'équipage. Il confirme qu'après les explosions, même le 9e compartiment, à l'arrière, avait subi des dommages. Tout s'est passé très vite. Ce compartiment s'est rempli d'eau en moins d'1 heure. L'homme avait du mal à écrire. Tout cela prouve que ceux qui ont cru qu'il était possible de faire quelque chose pour sauver nos marins doivent se rendre à l'évidence. C'était impossible. Je vais conclure ces explications par un hommage. J'enlève mon chapeau et je m'agenouille en l'honneur de ces gens qui sont morts ici. L'équipage du Koursk est enterré à Saint-Pétersbourg le 17 novembre 2001. Le capitaine Gennady Lyachin rejoint ses hommes le 23 mars 2002. Au même moment, à travers toute la Russie, de la mer Blanche à l'océan Pacifique, un hommage solennel est rendu au commandant du Koursk. Et ainsi, même dans une telle tragédie, le capitaine a quitté son navire le dernier. Que notre mémoire garde un souvenir éternel de l'équipage héroïque du Koursk. Vladimir Poutine a tenu sa promesse. Les corps des marins ont été rendus à leur patrie. On m'a suggéré et donné l'ordre de démissionner de mon poste de commandant. Malgré tout, je me considère comme un officier sous-marinier suffisamment expérimenté, bien plus que certains de ceux qui sont restés à Vidaïevo après mon départ. J'aurais encore pu prendre des services pour former des capitaines
des équipages. Mais cette décision fut prise par mes supérieurs. Alors je vais repartir pour une nouvelle vie. J'ignore quelle sera mon activité future, mais si j'ai de la chance de retrouver un bon équipage avec un bon navire, alors je serai heureux de repartir en mer. Je crains seulement qu'il n'existe pas d'autres navires comparables au Kursk avec un tel équipage. Всего